C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Trump après Maduro. Qui sera le prochain? Des images pour commencer, des images pour l'histoire. Les images incroyables de l'hélicoptère transportant Nicolas Maduro dans le ciel de New York, extrait de sa prison de Brooklyn, direction le tribunal de Manhattan. Regardez cette skyline de New York, image incroyable, on vous le disait. Il sera présenté à 18h devant un juge. Ce sera à suivre en direct, bien évidemment, avec nous sur LCI. C'est l'histoire en Mondiovision. Tout est filmé, suivi même grâce, vous le voyez, à des hélicoptères. Maduro, menotté en tenue de prisonnier, son épouse juste derrière lui, faire savoir une exhibition. Alors, quels sont les réels enjeux derrière cette comparution? Et cette question donc, à qui le tour? N'est-ce qu'un début? Pas de doute. Donald Trump, il a commencé 2026 en force après avoir enlevé Nicolas Maduro. Maintenant, il multiplie les menaces. La Colombie, l'Iran, Cuba. Et ça se rapproche de nous. Le Groenland en ligne de mire. Jusqu'où ira-t-il? Partout, on tremble dans les états-majors à travers le monde. La question se pose. Et à quelques minutes de la présentation de Nicolas Maduro devant le juge, nos équipes, elles sont mobilisées. Nous serons avec Sonia Dridi en direct de New York, le tribunal. Nous serons également à la frontière avec le Venezuela. Du côté de la Colombie, c'est Michel Scott. Et vous avez ici Jérôme Garraud, qui est, lui, à Moscou. La réaction de Poutine, vraiment, on la guette de très près. Merci à nos équipes qui sont mobilisées. Quelle réaction, vous l'avez compris, au cœur de nos discussions des grandes puissances? La Chine digère plutôt mal le revers face à Trump. Mais d'abord, présentation de Nicolas Maduro, je vous le disais, c'est dans une heure. À suivre sur LCI devant un juge, inculpé par la justice américaine, notamment pour narcoterrorisme, importation de cocaïne aux États-Unis, devant le tribunal fédéral du Southern District à Manhattan. Il y est depuis plus de 3 heures maintenant. Nous retrouvons donc Sonia Dridi. Sonia, merci beaucoup d'être avec nous. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il se passe derrière ces murs, derrière vous? Oui, alors il y a de plus en plus d'effervescence devant ce tribunal de Manhattan où il y a un important dispositif de sécurité comme vous pouvez le voir. Il y a désormais deux camps qui s'affrontent avec d'un côté des manifestants qui sont venus protester contre une opération américaine qu'ils jugent illégale au Venezuela. On peut entendre certains scander « Libérer Maduro » et puis en face d'eux, eh bien, des personnes, beaucoup de Vénézuéliens qui sont venus applaudir la détention de Maduro et sa comparution aujourd'hui aux côtés de sa femme dans ce tribunal de Manhattan. J'ai notamment parlé à une jeune fille qui est arrivée aux États-Unis il y a 3 ans depuis le Venezuela, une jeune fille de 22 ans qui m'a dit qu'elle était ravie, que toute sa famille était encore au Venezuela et que pour eux c'était un grand jour. Merci beaucoup Sonia Dridi. On ne se quitte pas, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. On vit ce moment d'histoire ensemble. On se retrouve dans un instant pour tout comprendre, pour t'écrypter sur ce plateau. Je salue et j'en suis ravie Anne Toulouse. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-américaine, auteur du livre L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde aux éditions du Rocher. Merci vraiment d'être avec nous. Colonel Michel Goya, bien sûr, toujours ravi de vous retrouver. Vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Merci beaucoup Guillaume Roquette d'être avec nous, bien sûr ravi, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Grégory Phillips, rédacteur en chef international LCI, merci d'être là. Bien sûr Claire Cambier, merci beaucoup également d'être resté avec nous, reporter au service international de TF1 LCI. Le grand dossier, Trump après Maduro, qui sera le prochain, c'est donc parti. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ces images. Et vraiment, parfois, les expressions sont galvaudées. Elles ne le sont pas aujourd'hui, des images pour l'histoire. Ces images, à nouveau, d'un Maduro prisonnier, avec les tenues du pénitencier, entouré, c'est important, d'agents du gang anti-drogue, en somme, de la police de New York. Ça a son importance, on y reviendra. Suivi par sa femme. Voilà, image arrêtée d'une séquence folle à la mi-journée. D'ailleurs, il faut qu'on s'arrête quand même sur ces images, Anne Toulouse. Volonté d'humilier, message au monde pour l'histoire, c'est ça ce qui se raconte derrière ces images? C'est plus ou moins ce qui se passe à chaque arrestation aux États-Unis. Souvenez-vous de Dominique Strauss-Kahn, souvenez-vous même de Donald Trump lui-même qui a marché comme ça devant le tribunal. Alors évidemment pas en tenue de prisonnier, mais il faut quand même bien voir les conditions dans lesquelles a été arrêté Maduro, qui n'était pas d'ailleurs le plus bel exemple de la démocratie. C'est quand même quelque chose aux États-Unis, c'est quelqu'un qui était sous le coup d'une inculpation pour trafic de drogue, dans une inculpation où étaient d'autres personnages qui ont été jugés et qui maintenant purgent des peines de prison à vie. Alors,
c'est vrai qu'aux États-Unis, on dit toujours, on a le sens du spectacle, on a le sens de la mise en scène. Maintenant, je ne sais pas si ces images plaisent vraiment aux Américains. Je ne sais même pas s'ils ont envie de suivre toute cette histoire, parce que ça n'est pas pour ça qu'ils ont voté. Ceux qui n'ont pas voté pour Donald Trump, par définition, sont contre. Même ceux qui ont voté pour Donald Trump se demandent s'ils lui ont vraiment donné le mandat d'être America First dans l'ensemble du monde ou America First vraiment à l'intérieur du pays. Donc on voit déjà qu'il y a une fêlure y compris dans l'entourage de Donald Trump. Parce qu'on voit bien que, par exemple, J.D. Vance, le vice-président, ne s'est pas prononcé contre, mais tout ce qu'il a dit depuis qu'il est entré en politique va contre ça. Occupons-nous de ce qui se passe chez nous, on n'est pas dans le nation building. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a traîné dans la boue les Bush et surtout le fils pour avoir fait la même chose. Et les Américains se demandent, est-ce que maintenant on va recommencer comme en Irak, comme en Afghanistan, même si la situation n'est pas la même. Je me tourne également vers Grégory Phillips, vous avez vécu des années là-bas, vous connaissez tout cela également. Beaucoup moins bien qu'Anne. Bien sûr, mais je me tourne ensuite vers vous, puisque vous connaissez malgré tout cela par cœur et vous l'avez suivi en tant que journaliste. Oui, il y a une culture de la justice spectacle qui est plus importante que chez nous aux États-Unis. Mais malgré tout, le message, selon vous, qui est envoyé? Le message, c'est on fait ce qu'on veut pour le Venezuela. Trump a dit, quand on l'interroge, qui dirige ce pays, c'est nous, même si on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça va être avec une autorité locale? Enfin, on verra dans les prochains jours. Et c'est un message à la ville et au monde, j'ai envie de dire, à tous les autres pays considérés comme ennemis des États-Unis. On est quoi? On est le 5 janvier. Oui. J'ai compté depuis le 1er janvier. Il a menacé 6 pays d'agir où il a agi. On fera la liste tout à l'heure, mais Iran, Cuba, Venezuela, Mexique, Colombie, Groenland. Oui. En 5 jours. On va le comprendre. Tout ça, ce sont des coups de billard à multiples bandes. La Chine a reçu un message très clair, la Russie également, l'Iran, bien sûr, c'est passionnant tout ce qui se raconte à travers tout ça. On retourne là où se passe l'histoire à l'instant présent. Sonia Dridi, devant le tribunal de New York où se trouve Nicolas Maduro. Tout va se passer, tout peut se passer très vite à partir de maintenant, derrière les murs, derrière vous, Sonia. Que faut-il attendre? Nicolas Maduro va être informé des chefs retenus contre lui. Il va dire coupable ou non coupable. Expliquez-nous, racontez-nous. Oui, tout à fait. Alors, on s'attend à une audience très brève qui devrait débuter à 18h heure de Paris, midi heure locale. Et en effet, le couple Maduro se verra signifier les chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Alors, dans le cas de Nicolas Maduro, il a notamment été inculpé par la justice américaine pour conspiration de narcoterrorisme, importation de cocaïne aux États-Unis et détention d'armes de guerre. Dans le cas de sa femme, elle a été notamment inculpée pour conspiration d'importation de cocaïne aux États-Unis. Nicolas Maduro qui sera notamment représenté par un avocat commis d'office. Il est possible aussi qu'il ait un avocat privé. Cet avocat commis d'office a représenté le frère de l'ancien président du Honduras, Hernandez, qui avait été inculpé pour des chefs d'accusation similaires à Maduro. Et puis on attend en effet à ce non coupable. Le juge qui est très connu, très réputé ici aux États-Unis, un juge de 92 ans, devrait ordonner leur détention provisoire jusqu'à la tenue d'un procès. C'est un juge qui est considéré par certains pro-Trump comme anti-Trump parce que dans le passé, il a rendu notamment une décision qui n'était pas favorable à Donald Trump. Et c'est aussi possible que la défense dénonce les conditions de détention du couple Maduro qui se trouve dans une des plus grandes prisons du pays, qui est située à Brooklyn, une prison qui est réputé pour ses conditions de détention difficiles, notamment son insalubrité. On reste ensemble, Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous, vraiment merci parce que je pense qu'il fait particulièrement froid là où vous vous trouvez en plus. Juste, je voudrais qu'on voit des images en direct devant le tribunal, on a des micros. Pour l'heure, on n'est pas en mesure de vous dire qui va s'exprimer. Mais donc, pardonnez-moi pour l'expression, mais la justice spectacle ne fait peut-être que commencer des déclarations d'avocats, avocats de la défense ou d'autres, peut-être le procureur, on ne sait pas, Grégory Phillips, vraiment. Oui, a priori plutôt les avocats, l'avocat d'office, commis d'office pour Maduro. Et puis, vous parlez de justice spectacle, il y a une autre tradition américaine, c'est le fameux mugshot. Oui. Le mugshot, vous savez, la photo du criminel. Et c'est sans doute ce qui est en train de se dérouler là, à l'intérieur du tribunal. C'est-à-dire que Maduro est arrivé il y a quelques heures maintenant. Il y a toute une procédure avant d'être présenté au juge dans la salle du tribunal. Et notamment, l'une de ces procédures, c'est la fameuse photo d'identité, célèbre évidemment. Même Trump a eu droit à la sienne. Avant de retourner voir Sonia Dridi, je voudrais vraiment qu'on mette en perspective, parce que quand on dit
que tout se passe en mondiovision. Vraiment, tout a été communiqué. Faire savoir. Combien de photos maintenant de Nicolas Maduro menotté, transporté dans différentes tenues. On a eu l'image de lui en sweatshirt gris, les yeux masqués, les oreilles couvertes. Vous vous souvenez de l'image? Voilà, on les voit. Merci beaucoup Audrey Chabat, ancien tout-puissant président du Venezuela. Voilà à quoi il est réduit en image aujourd'hui. Des vidéos officielles qui montrent l'homme de 63 ans entrant dans un tribunal de Manhattan entouré d'agents locaux de la DEA, c'est l'agence fédérale antidrogue. Tout est fait pour l'humilier jusqu'au bout? Oui, tout est fait pour l'humilier jusqu'au bout. Et effectivement, vous le disiez, en mondiovision, il est certain que quand on voyait ces images des hélicoptères qui volaient à côté de la Statue de la Liberté, tout ça est soigneusement mis en scène avec des caméras qui sont opportunément placées. Il me semble quand même qu'il y a 2 séquences dans le traitement, j'allais presque dire cinématographique, de cet enlèvement. La première est une séquence internationale qui rappelait un petit peu les images de ce film de fiction retraçant la façon dont les forces spéciales américaines avait kidnappé Ben Laden au Pakistan. Donc ça, c'était pour le côté gendarme du monde. Et maintenant, on passe, me semble-t-il, dans une séquence qui est plus américano-américaine. C'est-à-dire que ces images, ça a été dit sur le plateau, elles sont relativement traditionnelles. Comme si il fallait faire passer le message aux électeurs américains. C'était une réponse d'ailleurs à ce que disait Anne Toulouse en disant « Mais est-ce que les électeurs de Trump veulent bien ça ?» En disant « Regardez ce gars-là, on le juge pour trafic de drogue. » D'ailleurs, ce sont les gens de l'administration antidrogue, la DEA, qui s'en occupent et qui le prennent en charge physiquement parce que cet homme-là fait du mal aux Américains. Et on sait que le sujet de la drogue, même si c'est pas le Venezuela le principal exportateur vers les États-Unis, le sujet de la drogue touche les Américains. Donc c'est peut-être une façon de, entre guillemets, de légitimer et d'intérioriser cette opération. Colonel Goyard. Oui, je suis d'accord. Alors, sur le spectacle lui-même, le général Delattre en Indochine disait « À quoi sert-il de gagner des batailles si l'univers ne le sait pas ?» Et donc, oui, la bataille se termine lorsque l'exploitation médiatique... On espère que ça se terminera mieux. L'exploitation médiatique est complètement exploitée, complètement terminée. Donc oui, c'est le service après-vente, si vous voulez, de l'opération militaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que cette opération, en réalité, elle est mixte. C'est une opération police-guerre. C'est toute la justification de cette affaire. Concrètement, Donald Trump n'a pas tellement le droit, même la possibilité, en droit international ou en droit américain, de lancer lui-même de sa propre initiative une guerre. On a remis les images des agents donc de la DEA, Agence fédérale antidrogue, c'est important. Oui, non, c'est militaire, mais vous voyez qu'il ressemble quand même beaucoup à des soldats, ce qui contribue à l'ambiguïté entre les 2 missions. Et donc, il a dit, en fait, c'est une mission de police internationale. Mais comme la police, il y a quand même beaucoup de contraintes dans l'emploi de la force policière, on a dit, on va employer des méthodes de guerre. Et on va coller le qualificatif terroriste sur tous ces gens-là, et ça nous autorise avec une interprétation très souple quand même, à utiliser l'autorisation du Congrès de 2001 et de 2002 sur la possibilité de combattre Al-Qaïda et toutes les organisations terroristes. Et donc on aboutit d'ailleurs à un concept qui est un peu bizarre, mais qui s'appelle le narcoterrorisme. Et à partir de là, on utilise la police lorsque ça arrange, la guerre lorsque ça arrange aussi. Et en police, vous n'avez pas le droit de flinguer les gens a priori. Pendant la guerre, oui. Et donc ça aboutit à un montage juridico-légal un peu boiteux, il faut être clair là-dessus, mais qui passe et qui permet finalement, qui autorise tout pour les États-Unis. Donc là, dans l'enlèvement, dans le kidnapping de Maduro, il y avait des agents du FBI, a priori, qui étaient avec les Delta Force, donc ils voulaient bien tout ce mélange des genres. Et maintenant, on le montre en tant que criminel. C'est pas un chef d'État, c'est un criminel. Bandit de droit commun, et en plus, exactement. Comme Trump juge qu'il n'est pas légitime en tant que président. Tous les bandits de droit commun sont traités de cette façon, et donc maintenant, lui, il est passé maintenant à la case judiciaire. Donc à la limite, pour Trump, c'est cette partie est finie. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est la partie suivante, parce que la partie n'est pas terminée, quand même, au Venezuela. Même s'il semble considérer que la victoire est assurée. Vous savez, ça ressemble quand même un petit peu au moment mission accomplie de George Bush en 2003 en Irak, quand il dit voilà, ça y est, on a fait chuter le régime. 2 ans plus tôt, on a viré les talibans. Ça y est, tout est possible pour les États-Unis. Et en fait, c'était un peu le début des emmerdements. Je lisais dans la revue Grand Continent que certains membres de l'opposition laissent entendre qu'il aurait négocié Maduro. Je lis, pris en tenaille entre pression de Trump et ses engagements vis-à-vis de ses clients au sein du régime. Il est possible que le dictateur ait jugé que sa meilleure option pour rester en vie était de se livrer aux Américains.
C'est pas exactement le récit. On sait que Donald Trump l'a appelé à plusieurs reprises en le prévenant qu'il allait avoir de gros ennuis et qu'il ferait mieux de partir. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur le fait du président humilié. D'abord, il n'est pas président, puisque il s'est auto-déclaré président alors qu'il a été battu très largement. Et quand on pense à des prisonniers humiliés, on pense aussi aux 20 000 exécutions sommaires qu'il a ordonnées, selon les Nations Unies, et à tous les prisonniers de son régime qui, eux, n'ont même pas eu le droit de passer devant un juge. Donc c'est peut-être ce qui fait baisser un peu l'indignation des Américains, d'autant plus que bon, c'est une opération de police. Si c'était une opération militaire, et là je parle sous votre contrôle, je pense qu'il y a quand même une justification, puisque je ne me souviens pas que Obama ait demandé l'autorisation du Congrès avant de liquider Ben Laden. Il s'est référé à une loi qui avait été passée au lendemain du 11 septembre et qui était une sorte de couverture pour ce genre d'opération. Mais de toute façon, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Et on ne peut pas prévenir le Congrès parce que, étant donné la discrétion du Congrès, autant passer une petite annonce dans le Washington Post. On retrouve Sonia Dridi devant le tribunal de New York où se trouve Nicolas Maduro. Vous êtes rapprochée, Sonia. Merci beaucoup. Que risque-t-il ? Avec un S, c'est-à-dire que risque Nicolas Maduro, que risque sa femme qui est également là et qui était une pièce maîtresse aussi du dispositif du pouvoir, du régime de Caracas. Oui, alors le couple Maduro, si Nicolas Maduro et sa femme sont jugés coupables de narcoterroristes, par exemple, ils risquent au moins 20 ans de prison. Donc ils risquent plusieurs années de prison. Je vous rappelle que Nicolas Maduro est lui inculpé par la justice américaine. Il y a 4 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment conspiration de narcoterrorisme, importation de cocaïne aux États-Unis ou encore détention d'armes automatiques. Et dans le cas de sa femme, eh bien, elle est notamment jugée pour conspiration d'importation de cocaïne aux États-Unis. Nicolas Maduro qui va avoir, on l'a appris il y a peu, un avocat commis d'office qui dans le passé, eh bien, notamment été l'avocat du frère de l'ancien président du Honduras, Hernandez, et qui son frère avait été inculpé pour des charges similaires à celles de Maduro. Donc c'est quelqu'un également d'expérimenté. Et puis ce juge qui va présider cette audience, on s'attend à une audience très brève, eh bien est un juge de 92 ans, très réputé, très expérimenté, très réputé aux États-Unis. Certains journalistes, certains pro-Trump le considèrent comme un juge anti-Trump parce qu'il a notamment, il y a quelques années, rendu une décision défavorable au président américain. Merci beaucoup Sonia Dridi. On se retrouve vers 17h30. On va refaire un point ensemble sur ce qui se passe en direct de ce tribunal et à partir de 17h50, 18h, on suivra cette histoire en direct qui s'écrit d'un Nicolas Maduro qui va être présenté devant ce juge. D'ailleurs, on s'arrête sur Alvin Hellerstein, Gregory Phillips, 92 ans, elle le disait, Sonia. Alors, nommé en 98 par Bill Clinton, présenté comme ultra rigoureux, méthodique et exigeant, impartial. Oui, vous avez dressé à peu près le portrait qu'on peut lire dans la presse américaine. Nommé par Clinton, donc plutôt tendance juge démocrate. Il a traité des dossiers extrêmement sensibles aux États-Unis, notamment dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Il a traité aussi des affaires de narcotrafic. C'est quelqu'un qui connaît bien notamment les dossiers sud-américains. Il est très indépendant de Donald Trump et de la Maison-Blanche. Donc il a un profil qui laisse entendre qu'il va traiter ce dossier avec énormément de sérieux. Il y a une autre information que je voulais vous soumettre, c'est CNN qui nous révèle ça. Alors peut-être que vous le saviez déjà, nous on a un peu découvert que toute la décision prise par Donald Trump, tout le suivi de l'opération qui a mené donc à l'enlèvement de Nicolas Maduro, s'est fait depuis une pièce secrète dans son club de Mar-a-Lago. Non, oubliez la Maison-Blanche, ça s'est passé à Mar-a-Lago, son club de Floride. Et on lit ceci, dans au moins quelques-unes des 114 pièces de la propriété, des rideaux noirs avaient été installés pour créer une zone d'observation sécurisée. On a vu donc après filtrer les photos de cette war room improvisée à Mar-a-Lago autour du président américain, qui lui a permis de suivre l'assaut des forces spéciales Delta. L'installation a été mise en place dans une partie discrète du club, nous dit-on, mais on sait, c'est devenu monnaie courante que Trump il utilise la Floride et Mar-a-Lago comme sa Maison Blanche à lui, mais ce que je veux dire en termes
En termes de symbole, est-ce que c'est dire que pour lui, tout ça, effectivement, c'est son trophée, c'est personnel, c'est pas franchement la Maison-Blanche, c'est lui, c'est ses intérêts à lui? C'est surtout qu'il aime bien être à Mar-a-Lago, et puis ça a de gros avantages, puisque c'est quand même un club qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous êtes membre du club, vous invitez vos amis pour déjeuner au bord de la piscine, alors vous n'allez pas voir la War Room, mais vous allez quand même peut-être voir passer le président. Et il y avait quand même eu l'exemple fameux où il avait présenté, je ne sais plus, je crois que c'était une attaque contre l'Iran ou quelque chose comme ça. Il recevait le Premier ministre japonais. Il l'a informé de ce qui se passait, qui était encore secret. Il y avait les serveurs qui servaient la langouste tout autour. Donc, il y a un mélange de business et de travail. Mais c'est la seconde Maison-Blanche. C'est quand même, ça arrive quand même plus ou moins que les présidents américains aiment bien traiter leurs affaires chez eux. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a reconstitué complètement, mais ça, je pense que vous l'avez déjà dit, la résidence de Maduro et qu'il y a eu depuis le mois d'août. Voilà, je pense que... Effectivement. Oui. Sur l'opération autour de l'enlèvement. Mais voilà, cette information, en revanche, de cette pièce secrète, et encore une fois, pardon de rentrer dans la symbolique, mais on se dit, voilà, ça renforce l'idée de l'intérêt personnel, du trophée autour de lui. On peut dire qu'il y a une forme de privatisation de cette opération, et c'est vrai que d'abord d'un point de vue sécuritaire ça pose quand même quelques questions, parce que les situation rooms ce sont des lieux qui sont protégés, notamment qui sont isolés pour éviter les écoutes. Là on voit une pièce avec un rideau noir qui est entrouvert, quelques chaises qui ont dû servir je ne sais pas, à un mariage ou à un anniversaire quelques heures plus tôt. Donc on ose espérer que tout ça est bien verrouillé, mais en tout cas il y a une forme, les gens critiques diraient, de désinvolture, ou alors une forme de confiance en soi absolue chez Trump, qui effectivement gère les affaires du monde depuis son domicile. Colonel ? Oui, il y a un peu de ça. Vous avez le chef d'état-major des armées qui est en civil, qui est en tenue de week-end. Tout ça paraît effectivement un peu désinvolte d'une certaine façon, mais l'important c'est qu'il y ait des photos. Voilà, c'est ça. C'est Faire et faire savoir. Faire savoir toujours. On se souvient de la photo qui est ultra célèbre de la War Room d'Obama au moment de la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Lui-même avait déjà repris ce visuel lorsqu'il avait, dans une autre opération, fait tuer al-Baghdadi, le leader de l'État islamique en 2019 à Idlib. Donc il y avait sensiblement les mêmes images. Donc il faut aussi se montrer. Il faut montrer l'opération, il faut montrer la pré-opération, et il faut se montrer soi en tant que chef de guerre très attentif et en train de suivre en direct les opérations. Ça fait partie du jeu, quoi. Maintenant on le rachète ça systématiquement. Et il explique qu'il a regardé ça comme à la télévision. Voilà, oui, exactement. alors c'est le titre. Mais voilà, Zelensky dans le bureau ovale en février, quand il tombe dans le piège de Trump. On a fait une très bonne séance de télévision, conclut Trump, et là, pareil sur cette opération, j'ai regardé ça comme une série télé. On dit que dans l'écran, en fait, on voit un écran derrière qui est blanc. Dans certaines images, on voit en fait que c'est les réseaux sociaux, quoi. Absolument, on est sur X en fait. Voilà, on le voit là, sur celle-là et sur une autre. Ce qui est important, quoi, quand même. C'est-à-dire que c'est en ça que cette opération, elle est complètement contemporaine et très Trumpiste. C'est-à-dire qu'ils suivent, voilà, c'est encore plus clair sur cette image-là. Ils suivent en direct ce qui se dit, et aussi sans doute ce qui ne se dit pas sur les réseaux sociaux, parce que il fallait évidemment, pour que l'opération réussisse, qu'il n'y ait pas de fuite avant, qui puisse prévenir Maduro de l'imminence d'une opération. En tout cas, depuis, il s'est exprimé. Pardonnez-moi, parce qu'il faut que je retrouve aussi les équipes sur le terrain. Pardonnez-moi, Anne Toulouse, mais Trump, depuis, il a assuré que les États-Unis sont aux commandes du Venezuela. Écoutez ce que ça donne. Échange avec les journalistes. Ne me demandez pas qui est au pouvoir, car je vais vous donner une réponse, et elle sera très controversée. Cela signifie que nous sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes aux commandes. Alors, acte de guerre, coup d'État, des mots très forts sont employés ces dernières heures pour qualifier les faits. Je précise que Delcy Rodriguez, qui est la dirigeante par intérim du Venezuela, a offert en quelque sorte de collaborer depuis. Elle dit, voilà, nous considérons comme nos priorités de progresser vers une relation internationale équilibrée et respectueuse entre les États-Unis et le Venezuela. Elle le dit sur Telegram. Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération axé sur un développement partagé. Je
Je vous vois déjà réagir, allez-y. Et vous avez vu la réponse de Trump. Allez-y. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, vous aurez des problèmes encore plus importants que ceux de Maduro. Alors, est-ce que les Américains ont choisi cette vice-présidente Delcy Rodriguez? Est-ce qu'ils l'ont désignée pour être celle qui dirigera le pays en suivant les recommandations, les ordres des États-Unis? Est-ce qu'il y a eu un deal passé? Est-ce qu'elle est la taupe qui a livré Maduro? Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, d'autant plus que Trump a totalement écarté une autre hypothèse qui était celle de la prix Nobel de la paix Machado, pour qui on aurait pu imaginer un avenir politique important dans ce pays, et Trump a balayé ça d'un revers de main. C'est le Times qui dit des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait un lien avec son enlèvement. Donc effectivement, la question de la taupe à Toulouse. Il y a eu forcément des complicités, parce que pour trouver aussi facilement et accéder au couple Maduro dans son lit sans qu'il ait le temps de réagir et d'aller dans une pièce secrète, dans une pièce fortifiée à côté, il est certain qu'il y a eu des complicités. Alors est-ce que c'est celle de l'actuelle présidente, ex-vice-présidente ou non? Le problème, c'est que les États-Unis ont déjà expérimenté des transitions, par exemple en Irak. Et là, ils ont essayé de balayer tous les gens qui étaient en place et de mettre des gens qui étaient nouveaux. Et ça n'a pas marché. Donc c'est une sorte de pragmatisme américain qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque en Allemagne, on sait bien qu'on a laissé une partie des personnels de sécurité en place, dont certains étaient mouillés forcément par la force des choses avec le régime nazi, parce que c'est ceux qui tiennent les rênes du gouvernement. Et maintenant, le gouvernement américain, son but, c'est de faire remarcher le pays et surtout de faire remarcher les installations pétrolières. Parce que les États-Unis avaient quand même beaucoup investi au début, il y a une trentaine d'années, des installations où ils ont été expropriés puisqu'ils refusaient de donner la majorité aux Vénézuéliens. Donc ils sont sur les starting blocks. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne qui est chargée de cette tâche qu'on ne lui envie pas, c'est Marco Rubio. Marco Rubio, qui est un des deux héritiers présomptifs du pouvoir et qui est quelqu'un qui est très personnellement investi, puisque c'est le fils d'immigrés cubains. Et pendant toute sa carrière au Sénat, il était dans la commission des affaires étrangères au Sénat, il avait une obsession, c'était de libérer l'Amérique latine des régimes communistes. Et aussi, il avait une deuxième obsession, c'était la Chine. Alors Marco Rubio est en train, en ce moment, de jouer son avenir de présidentiable, parce que ou bien ça marche, et alors il est vraiment le roi de la prom, ou alors ça ne marche pas, et son avenir est fini. Effectivement, gardez ça aussi, parce que dans quelques instants, on va reparler justement de Cuba et de la Chine, clairement dans le viseur aussi de ces opérations de ces dernières heures. Mais allez-y, Claire Cambon. Oui, ce qui est étonnant avec cette idée de continuer avec Delcy Rodriguez, c'est que Delcy Rodriguez, c'est une fidèle parmi les fidèles du régime. C'est la fille d'un guerrier marxiste qui a monté les échelons sous Chavez, puis sous Maduro. Donc, dans l'état d'esprit des Vénézuéliens, c'est vraiment la poursuite du régime en place. Donc on verra comment ça évolue, mais ce n'est clairement pas la fin. Là, pour le moment, la Cour suprême lui a donné la présidence par intérim, mais si la Cour suprême décide de reconnaître que Maduro n'est plus président de manière permanente, eh bien il faudra des élections sous 30 jours, et cela pourrait faire évoluer les choses. Je viens vers vous, colonel, mais précisons qu'il est extrêmement difficile de prendre la température encore aujourd'hui à Caracas et dans le Venezuela, dans ce pays, mais Michel Scott est à la frontière du Venezuela, du côté de la Colombie, avec Antoine Pocri, et nous explique depuis Cúcuta quel est l'état d'esprit, l'expectative, l'attente des gens fuis. Que va devenir ce pays? Regardez. C'est l'attentisme pour les Vénézuéliens que nous croisons dans cette zone frontalière, une zone qui a vu si souvent passer les réfugiés qui fuyaient en masse le régime chaviste. Nicolás Maduro n'est plus là, mais c'est bien sa vice-présidente Delcy Rodriguez qui va officiellement lui succéder aujourd'hui. Alors chacun se demande si c'est un vrai changement de régime ou le maintien au pouvoir du même système qui devra simplement composer et même obéir à l'Amérique de Donald Trump. Merci beaucoup Michel Scott, Antoine Pocri depuis le terrain. Et j'ai une question sur mesure pour vous, colonel Goya. Je m'en réfère encore à la revue Grand Continent, hier, qui traçait des perspectives pour la suite et qui lit dans les déclarations de Donald Trump le fait qu'une seconde vague serait potentiellement prête. C'est-à-dire qu'il y a effectivement menace directe sur la dirigeante par intérim de la part de Trump, qui lui promet pire qu'à Maduro. Et on lit dans Grand Continent que si on emploie les déclarations de Donald Trump, une seconde vague plus importante serait prête. Le faible volume de troupes débarquables dont disposent les forces américaines dans la région laisse penser qu'une seconde vague serait principalement composée de frappes aériennes et d'actions de forces spéciales. Tout est prêt.
s'ils ne font pas exactement ce qu'il veut? Oui, alors sur les modes d'action possibles américains, bon, on en parle depuis 2 mois. Hein. 2 mois, je vais vous expliquer que voilà, il y a ce qu'ils ont déployé, ils peuvent faire des frappes aériennes ou des raids héliportés. Voilà, ils ont prévu rien d'autre pour l'instant. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la canonnière. Et la méthode, c'est du Zanzibar. C'est-à-dire en 1896, vous avez le nouveau sultan de Zanzibar qui appelle le représentant britannique, qui lui dit maintenant ça suffit, c'est non. Le représentant britannique appelle les navires qui sont au large, les navires bombardent le palais, 45 minutes plus tard, le sultan vient voir le représentant britannique, j'ai réfléchi, finalement c'est oui. Ça a duré 45 minutes, c'est la guerre la plus courte de l'histoire. Et en fait c'est ça, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai ma flotte qui est à côté, vous obéissez, mais si vous obéissez pas, on vous tue. Tout simplement, on vous bombarde. Mais tout ça en gardant toute la structure du régime. C'est ça, aux grandes dames, peut-être des démocrates vénézuéliens qui attendaient un renversement. Comme à Panama, on fait beaucoup de références à l'arrestation de Noriega au Panama, mais Panama avait été remplacé par son opposant politique qui avait gagné lui-même légitimement les élections, comme González au Venezuela, et qui a simplement pris le pouvoir après Noriega, et puis il y a eu une transition qui s'est faite. Et là, c'est pas du tout comme ça que ça se goupille. Donc la vraie question, c'est est-ce que ce nouveau régime collabore avec Donald Trump, avec tous les sous-entendus que ça peut supposer, ou est-ce qu'il se refuse à ça? Auquel cas, la partie n'est pas terminée dans ce cas. En tout cas, une certitude, c'est que dans tous les états-majors à travers la planète, on se dit que c'est potentiellement toute la politique internationale de Donald Trump qui a pris un nouveau tournant pour ce début 2026. Groenland, Cuba, Colombie, Iran, tous menacés. Intensification des menaces après le Venezuela. Écoutez Donald Trump. Vous savez, l'une des choses qui se passe actuellement, et je pense que vous le voyez tous, c'est que Cuba est sur le point de s'effondrer. Cuba semble sur le point de s'effondrer. Je ne sais pas s'ils vont tenir le coup. Mais Cuba n'a plus aucun revenu aujourd'hui. La Colombie est également très malade, dirigée par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Il ne va pas continuer très longtemps. Il possède des usines et des laboratoires de cocaïne. Il ne va pas continuer très longtemps. Voilà, ce sont les toutes dernières déclarations de Donald Trump, alors que dans quelques heures ou minutes, vous allez suivre avec nous, Nicolás Maduro va comparaître devant le tribunal. Pas de doute, le président américain ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, tout dedans dehors. Ça peut se reproduire. La Colombie, d'ailleurs, il y a quelques instants, le président colombien, il s'est senti obligé de dire qu'il était prêt à reprendre les armes. Oui, vous savez qu'on parle maintenant de doctrine Monroe, qui est la nouvelle expression de doctrine Monroe. C'est le New York Times qui a lancé l'expression, puis maintenant tout le monde la reprend avec plaisir. Alors, c'est quelque chose qu'on avait vu venir. D'ailleurs, vous savez, tous les ans, il y a une sorte de document de politique étrangère publié par la Maison-Blanche. Et là, on y voyait donc ce qu'on a appelé le corollaire Trump, par référence au corollaire de Teddy Roosevelt, qui avait commencé à dire nous, on est les gendarmes de l'Amérique latine. Si 2 pays ne s'entendent pas, on va régler la querelle. Et c'était d'ailleurs à propos du Venezuela, comme quoi l'histoire se répète. Et là, ça va un peu plus loin, c'est nous sommes en droit d'intervenir partout où nos intérêts sont en jeu. Alors ça dépend de la définition des intérêts. Est-ce que c'est les intérêts économiques? Est-ce que c'est par exemple dans le cas du Groenland parce que les États-Unis ont besoin des matières premières du Groenland? Alors, vous voyez, à partir de là, la doctrine Monroe, ça va vraiment très loin et ça justifie toutes ces prétentions, ces déclarations. Dans un tout petit instant, on va s'arrêter précisément sur le dossier du Groenland parce que vraiment on sent que c'est dans la ligne de mire du président américain et de tout son entourage d'ailleurs, et ça se rapproche de nous. Mais je reste un peu sur la région, Cuba. Ça semble devenir assez sérieux, voire crédible, non, l'affaire de Cuba, parce qu'avant Trump, il y a eu Rubio qui a eu des mots forts. Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet. Ouais. Origine cubaine, hein, Rubio. D'abord 2 choses, et Anne Toulouse le soulignait. Pour Rubio, la lutte contre ces régimes marxistes ou communistes ou socialistes, c'est viscéral, et encore plus pour Cuba. C'est le rêve de sa vie de voir ce régime s'effondrer. Et il est aujourd'hui un des principaux conseillers de Trump au département d'État. Et puis deuxième chose, les Cubains perdent le soutien
des Vénézuéliens, qui était à peu près leur seul allié dans la région, qui leur garantissait un tout petit peu d'argent, de financement, etc. Et qui donnait même la garde rapprochée à Maduro, etc. Voilà, donc il y avait des liens. Là, ils ont perdu, pour l'instant, en tout cas, un allié relativement puissant dans la région comparé à leur situation. Il faut rappeler qu'il y a quelque temps, Donald Trump avait accru lui-même la pression sur Cuba en inscrivant sur la liste américaine des États sponsors du terrorisme Cuba. Oui. Le terrorisme, à nouveau, accusation, Cuba, ça, c'est très facile. C'est très facile, il suffit de coller le mot terrorisme à une organisation, à un État, et ça y est, ça vous donne le droit de l'envahir. Et je reviens sur cette autorisation du Congrès de 2001, qui autorise sans limite de temps, sans limite d'espace, le président des États-Unis à employer la force contre des organisations terroristes. Alors à l'époque, c'était des organisations djihadistes, mais par extension, et on a compris qu'il suffisait de coller le tampon terroriste pour pouvoir faire en fait ce que l'on veut. Et donc ce sera très facile, s'ils veulent vraiment, si Trump vraiment veut se payer Cuba, très facile de trouver un prétexte et personne ne l'empêchera de le faire. Et après le Venezuela, faut-il donc parler du Groenland ? Donald Trump, que dis-je, l'univers Trump même, met beaucoup d'énergie ces dernières heures, a monté en pression, 2 temps. Acte 1, Cathy Miller, pas n'importe qui. Épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a publié, vous l'avez certainement vu passer sur son compte X, une carte, celle-ci, du Groenland, colorée aux couleurs du drapeau américain. Tout est clair, le tout assorti d'une courte légende. On lit soon, donc bientôt. À bientôt le Groenland. Deuxième temps, le président américain a réitéré sa position selon laquelle il fallait le Groenland, mais pour des raisons de sécurité, bien sûr, Donald Trump. Nous avons besoin du Groenland, du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Et pour tout décrypter, pour tout comprendre, nous accueillons maintenant sur ce plateau Mika Blujon-Mérène. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur senior en géopolitique, vous êtes spécialiste des pôles, auteur de la préface de « Et alors, tu veux acheter le Groenland ?» des Vikings à Trump aux éditions Saint-Simon. Voilà, on ne peut pas être plus dans le sujet que vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je remercie aussi Grégory Phillips de me suivre, parce qu'on va aller plus loin dans les explications pour nos téléspectateurs. Les enjeux autour du Groenland, alors que dans quelques minutes, on va suivre Nicolas Maduro présenté devant un juge au tribunal. Pourquoi Trump tient-il à ce point au Groenland ? Alors, d'abord, je vois 2 raisons. D'abord, des raisons stratégiques. C'est ce territoire, 57 000 habitants à peu près. Vous voyez où est-ce qu'il est situé. Absolument une zone totalement stratégique, entourée par les États-Unis, la Russie et le Canada. Et il y a un phénomène qui est relativement récent, c'est que beaucoup de navires veulent emprunter cette route du Nord, vous savez, pour le commerce, puisque à cause de la fonte des glaces, maintenant on peut passer par là. Donc il y a cet enjeu stratégique. Il y a un deuxième enjeu qui est important. C'est un enjeu militaire. Vous voyez, on a mis ici la base de Pituffik, qui est une base américaine qui avait été visitée il n'y a pas très longtemps par le vice-président américain J.D. Vance. Il y a aussi un intérêt économique majeur avec les terres rares. Oui, bien sûr, parce que c'est une terre extrêmement riche avec du lithium, du cobalt, du cuivre, du platine. Et tout ça, évidemment, est indispensable pour le développement des nouvelles technologies qu'il y a dans tous les appareils modernes. Regardez toutes les zones qui seraient éventuellement exploitables, hydrocarbures également, et puis la présence de terres rares. Donc, il est évident que celui qui mettra la main sur le Groenland, si tel est le projet de Trump, voudrait pouvoir bénéficier de ces richesses. Et voilà la question qu'on ne pensait pas avoir à poser un jour. Est-ce que l'option militaire est possible pour que Trump parvienne à ses fins avec le Groenland ? Vous voulez parler de troupes qui seraient déployées au Groenland ? On a posé la question à Trump, écoutez sa réponse. Pouvez-vous assurer au monde qu'en essayant de prendre le contrôle du Groenland, vous n'allez pas utiliser la force militaire ou la pression économique ? Non. Voilà. C'est relativement clair. Je ne peux pas exclure l'option militaire. Dans le même temps, Donald Trump avait envoyé son fils il y a quelques mois au Groenland pour des contacts diplomatiques, on va dire. Regardez, ça c'était l'avion de Trump quand il atterrit à Nuuk en janvier 2025. Il y a tout juste un an, fin décembre, il a nommé un émissaire spécial pour le Groenland, ce qui avait provoqué la stupeur des autorités danoises. Et cet émissaire n'est autre que le gouverneur de Louisiane. La Louisiane, un État qui est devenu américain relativement récemment, après avoir été acheté à la France. Merci beaucoup Grégory Phillips, merci beaucoup, c'était parfait. Il ne faut pas les prendre à la légère, ces menaces. Mika Blujon-Mérène, selon vous, il ne faut pas les prendre à la légère, ces menaces ?
Non, parce que c'est des menaces qu'on avait déjà entendues, alors pas évidemment avec une rhétorique d'annexion, pas avec une rhétorique d'engagement militaire, mais on l'avait déjà entendu en 2019, si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait pourquoi Donald Trump est intéressé par le Groenland. C'est la question des minéraux critiques en règle générale. Sur la liste des 50 minéraux critiques, matériaux critiques du gouvernement américain, établis sous Joe Biden, du reste, 44 d'entre eux sont imaginés ou en tout cas estimés comme étant présents en grande quantité au Groenland. Que ce soit pour l'industrie de la tech, pour l'industrie de l'énergie, pour l'industrie de la défense et bien d'autres encore, c'est absolument fondamental. Donc il y a une dimension extractiviste qui est très claire. Et puis si je vais encore un petit peu plus loin, puisque vous avez parlé des hydrocarbures à l'instant même, on sait que les hydrocarbures au Groenland c'est assez compliqué. Il y a une estimation de 31 milliards de barils équivalent pétrole, donc c'est 10% de ce qu'on peut trouver au Venezuela par exemple de réserves potentielles, mais en réalité il n'y a pas eu de découverte commerciale. Ce que Donald Trump par contre peut trouver au Groenland, c'est de l'uranium. C'est des énergies renouvelables pour faire de l'hydrogène, de l'ammoniac, tout ce que vous voulez derrière, des carburants de synthèse. Et ça, évidemment, à long terme, c'est évidemment stratégique. Alors, on reste ensemble, bien sûr. Je voudrais juste vous montrer cette image. Voilà. En début d'émission, vous disiez on ne sait pas exactement qui va s'exprimer. On est devant le tribunal de Manhattan. Nicolas Maduro est derrière ses murs avec son épouse. Il est arrivé il y a quelques heures maintenant. C'était spectaculaire d'ailleurs. Et depuis, on a ses micros. Et on peut vous donner l'information selon Sonia Dridi, notre correspondante sur place. C'est l'avocat de Maduro qui pourrait s'exprimer. Donc, bien sûr, comptez sur nous. S'il se passe quoi que ce soit devant ces micros, nous y serons. Et dans quelques instants, d'ailleurs, nous retrouverons également Sonia Dridi pour vous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce qui se passe derrière ces murs. C'est très important. Encore une fois, je le martèle, c'est pour l'histoire. Important également. Donc pendant ce temps-là, Trump, c'est pas seulement ça son affaire, c'est Cuba, c'est la Colombie et c'est le Groenland. C'est notre sujet également. Parce que ça, c'est tout près de chez nous. Comment on réagit ? L'article 4, je voyais aussi Raphaël Glucksmann qui disait il faut une base militaire européenne pérenne au Groenland qui enverrait un signal de fermeté face à Trump. On fait quoi ? Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire, on prend Trump au mot, on dit, voilà, effectivement, le Groenland, stratégiquement, c'est très important pour nous. C'est peut-être menacé par la Russie, comme l'archipel du Svalbard qui est à proximité. Vous avez raison, on va s'y installer. Et donc, on déploie des forces. Alors, je ne sais pas légalement comment ça se fait, comment les Groenlandais peuvent... il faut peut-être demander leur avis aux Groenlandais d'abord, pour installer des forces militaires. Mais, à la limite, pourquoi pas ? On installe un contingent européen ou sur place, en disant, voilà, oui, vous avez raison, on va défendre le pays contre les Russes et les Chinois. Moi, je la trouve complètement ridicule, pardonnez-moi, au sens où faut comprendre quand même l'environnement au Groenland dont on se parle, l'environnement d'infrastructures, ne serait-ce que pour accéder au Groenland, que ce soit par la mer ou par les airs, il n'y a pas 15 000 infrastructures sur lesquelles on peut s'appuyer. Et de fait, si on parle de venir construire une base militaire pérenne, comme il a dit dans son tweet Raphaël Glucksmann, le temps que cette base soit construite, vous inquiétez pas que Donald Trump aura remilitarisé le Groenland du nord au sud, puisque si aujourd'hui les États-Unis n'ont qu'une seule base, la base dite spatiale de Pituffik au nord-ouest du pays, en réalité, depuis les années 40, les Américains avaient construit plus d'une dizaine de bases, en tout cas réactivables à des niveaux à des niveaux différents bien sûr, mais réactivables, si vous voulez, en moins de 6 mois. Pardon, je semblais déconcentrée, mais en fait, je regardais la réaction là, qui vient de tomber justement de la première ministre du Danemark. Elle dit le président américain veut vraiment prendre le contrôle. Voilà, c'est là, sur une partie du royaume du Danemark. Et bien sûr, il ne devrait pas obtenir cela. Et un peu plus loin, elle dit si les États-Unis décident d'attaquer un autre pays de l'OTAN, ce serait la fin de tout. L'argument de la sécurité mis sur la table par Donald Trump, argument totalement fallacieux. Déjà, le Danemark, tout de même, est un peu, je dirais, de guingois dans cette affaire, parce que les Groenlandais, je parle sous votre contrôle, ils veulent l'indépendance. Oui. Donc, et le Danemark, d'ailleurs, a été obligé de leur concéder une certaine autonomie. Et les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir envie de venir au Danemark. Il y a également au Danemark, au Groenland, il y a également les Chinois. Donc, ce serait... Et là, je ne veux pas non plus empiéter sur votre sujet, mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis veulent le Groenland. Simplement, les dernières fois, ils le demandaient poliment. C'est-à-dire, quand ils ont acheté l'Alaska, ils ont dit, tiens, on va peut-être s'offrir le Groenland en même temps. Et puis, je crois que plusieurs fois, dont Truman, la dernière fois, on dit, mais c'est à nous. Et c'est quand même assez logique, parce que quand vous venez de France aux États-Unis, ce qui m'arrive assez souvent, ou dans l'autre sens, on passe au-dessus du Groenland. Et voilà, on regarde par le hublot et puis on voit de la glace, mais on voit quand même que c'est très près du continent américain. Alors là, on reprend la fameuse doctrine d'Unruh, qui était à l'origine, qui est en fait, on a une zone d'influence. Ça, c'est à nous.
et vous ne venez pas jouer sur notre terrain. C'est une sorte de partage du monde. Notre invité est Guillaume Roquette, juste Donc après. oui, il y a eu 1867, puis il y a eu 1946, puis il y a eu encore 2019, et c'était des propositions de rachat du Groenland, qui à chaque fois ont été refusées par le Danemark. Là, ce qui a escaladé depuis le 23 décembre 2024, donc quand Donald Trump n'était même pas encore président, qu'il n'était que president-elect, comme on dit, de fait, c'est l'élévation sur une stratégie, une rhétorique militaire, ou en tout cas une rhétorique d'annexion, une rhétorique de prise de contrôle qui va au-delà du volet économique. Mais il y a un élément qui est absolument fondamental, et en une phrase ici, c'est qu'aujourd'hui les Groenlandais veulent leur indépendance, et c'est justement quelque chose qui peut servir les Américains. Moi, je ne pense pas que Donald Trump cherchera à annexer le Groenland. Je pense que Donald Trump cherche simplement à disloquer le paysage politique groenlandais et danois pour pouvoir mieux négocier avec les indépendants. Alors, Guillaume Roquette, avant de reprendre la direction du tribunal de Manhattan, où nous attend Sonia Dridi, juste, c'est quelque chose de très égoïste et d'autocentré, mais ça se rapproche. Voilà. Quand on parle du Groenland, voilà, c'est pas Cuba. Hein, c'est pas, on se dit c'est tout proche de nous. Et on se dit, est-ce que Trump est un danger pour nous? Est, à travers le Groenland, un danger pour l'Union européenne? Oui, alors ça se rapproche géopolitiquement, puisque le Danemark, même si c'est un territoire, le Groenland, pardon, même si c'est un territoire qui jouit d'une large autonomie, est un territoire danois. En revanche, géographiquement, ça se rapproche pas tant que ça. Je veux dire, c'est pas pour ça que Trump serait légitime à envahir le Groenland, mais objectivement, c'est aussi près de chez lui que chez nous. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit d'un territoire qui dépend d'un pays membre de l'OTAN, donc effectivement, et membre de l'Union européenne. Donc là, on change totalement de braquet, en quelque sorte. Il ne s'agit pas de déposer un dictateur communiste que personne ne pleurera, à part probablement les gens qui faisaient du business avec lui. Et c'est vrai que ce qui est probable, c'est que y a une forme de deal qui va se faire, parce que effectivement, les Groenlandais eux-mêmes, d'abord, ils sont pas très nombreux, ils sont 56 000. Quand on a beaucoup d'argent, faire des propositions qui sont quand même très, très, très avantageuses pour eux. Et puis le gouvernement danois lui-même, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en guerre contre les États-Unis. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, ils ont racheté 15 F-35 supplémentaires. Donc, c'est-à-dire des avions américains. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'on puisse avoir un affrontement direct entre ces deux pays. Alors, je le disais, les 17h30 passées, elle est de 1 minute. Retour sur les images. Les images pour l'histoire de Maduro, extrait de sa prison de Brooklyn. Il monte dans un hélicoptère. Regardez l'image folle avec ce qu'on appelle la skyline de New York, les immeubles new-yorkais derrière et cet hélicoptère incroyable. Il est ensuite arrivé à la pointe sud de Manhattan. Sa femme à ses côtés, elle aussi sera présentée devant un juge dès 18h dans ce tribunal de Manhattan. Et les images également arrêtées, elles sont extrêmement puissantes. Voilà, de voir à nouveau ce visage de Maduro, voilà, dans sa tenue de pénitencier de Brooklyn, avancé, sortant de son hélicoptère. Sonia Dridi, merci encore une fois d'être avec nous. On va le rester vraiment tout au long de la soirée. Depuis le tribunal fédéral de Southern District, plus précisément à Manhattan. Ça fait un moment qu'il est derrière ses murs maintenant, Nicolás Maduro. Il est arrivé vers 13h, entre 13h20 et 13h30. Que se passe-t-il ? Alors je suis en effet devant ce tribunal fédéral de Manhattan, devant l'entrée principale où il y a un important dispositif sécuritaire. Vous pouvez le voir aussi tout autour du tribunal. Il y a des dizaines de policiers qui sont déployés. Juste en face du tribunal également, on peut voir 2 camps qui s'opposent. D'un côté, des manifestants qui protestent contre ce qu'ils dénoncent être une occupation illégale, une opération illégale au Venezuela. Certains, on peut les entendre scander libérer Maduro, et puis de l'autre, eh bien, il y a des personnes, une grande majorité de Vénézuéliens, qui sont venus dire leur joie de voir Maduro derrière les barreaux aux États-Unis et aujourd'hui comparaître donc aux côtés de cette femme dans ce tribunal. J'ai notamment rencontré une jeune femme de 22 ans qui est arrivée il y a 3 ans aux États-Unis depuis le Venezuela. Elle m'a dit que sa famille est encore au Venezuela et qu'aujourd'hui, eh bien, ils étaient tous très heureux. Si Sonia Dridi, on se retrouve dans quelques instants. Je le rappelle, 18h, c'est l'heure à laquelle Nicolás Maduro, son épouse seront présentés à un juge. Grégory Phillips, en un mot, ça peut aller très vite, oui. Et le procès avoir lieu en revanche dans quelques mois. Oui, ça va aller extrêmement vite. Il va être présenté au juge. L'audience va durer quelques minutes. Il va entendre ses chefs d'inculpation. On va lui demander s'il peut être coupable ou non coupable. A priori, plutôt non coupable. Et le juge devrait prononcer un maintien en détention. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une remise en liberté, évidemment. Donc bien sûr, on garde en permanence un œil sur ces micros, sur ce tribunal de Manhattan. L'avocat de Nicolás Maduro devrait s'exprimer
à ces micros. On sera là, bien sûr, au rendez-vous. Et pendant ce temps-là, dans le même temps, du côté de Wall Street, les géants pétroliers ouvrent en hausse. Des perspectives se sont ouvertes ces dernières heures avec le Venezuela. Je vais poser la question de manière très directe. Trump a-t-il fait ce qu'il a fait pour prendre la tête de stations essence géantes? On écoute Donald Trump. Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, dépensent des milliards de dollars et réparent les infrastructures en très mauvais état, les infrastructures pétrolières, et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Mais enfin, c'est une ambition qui s'annonce peut-être un tout petit peu plus difficile que prévu. On va en parler ensemble, Claire Cambier, parce que c'est ça aussi l'histoire qui s'écrit. Claire, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, le Venezuela possède les réserves prouvées de pétrole brut les plus importantes de la planète. Oui, et c'est pour cela que Donald Trump estime qu'il y a beaucoup d'argent à tirer du sol vénézuélien. Plus importante richesse de la planète, plus de 300 milliards de barils renfermés dans son sous-sol selon l'Agence internationale de l'énergie. On voit, c'est plus de 17,5%. C'est plus que l'Arabie Saoudite, que le Canada, que l'Iran et même les États-Unis estiment que ce nombre est sous-estimé. Alors où est-ce qu'on trouve ces gisements? Eh bien, on va le voir sur cette carte, au nord-ouest, près de Maracaibo, et surtout à l'est, au niveau de la ceinture de l'Orénoque. La particularité quand même de ce pétrole, c'est qu'il est extra lourd. C'est du pétrole de mauvaise qualité, assez visqueux, et cela nécessite des capacités d'extraction assez complexes, énergivores. Là-dessus, pas de problème pour les États-Unis, parce que justement, ils ont des raffineries dans le golfe du Mexique qui sont spécialisées dans le traitement de ce pétrole assez particulier. Et Claire, si Trump lorgne à ce point sur ce pétrole du Venezuela, c'est qu'il accuse aussi Caracas. Vous l'avez effleuré il y a quelques instants à Toulouse, et il accuse Caracas d'avoir volé ce pétrole. Oui, Trump l'a clairement dit d'ailleurs, et je vous propose de l'écouter. Le Venezuela a volé des actifs américains, du pétrole américain, des plateformes américaines nous coûtant des milliards de dollars. Cela se passait il y a un certain temps, mais aucun président n'a réagi. Ils ont pris tous nos biens, tous nos actifs. Il n'y a jamais eu de président qui ait décidé de faire quelque chose. Oui, Claire. Alors comment expliquer ces propos? Eh bien à cause des nationalisations au Venezuela, il y a eu des premières confiscations des actifs pétroliers dans les années 70. Les grandes compagnies étrangères, dont des entreprises américaines, sont revenues dans les années 90 à la suite d'une politique d'ouverture pétrolière. Mais dans les années 2000, le président de l'époque, Hugo Chavez, a nationalisé de nouveau. Il a exigé la renégociation des contrats. Et parmi les entreprises américaines, seul Chevron est resté. Il a accepté une prise de contrôle majoritaire de l'entreprise public PDVSA. Les autres ont entamé des poursuites contre le gouvernement sans succès. Donc on comprend bien la logique américaine, c'est récupérer des richesses, aussi mieux contrôler le commerce du pétrole. C'est un gros moyen de pression, car vous le savez actuellement, il y a 80% du pétrole vénézuélien qui est vendu à la Chine. Merci beaucoup Claire Cambier. Donc on a vu la prudence d'Exxon ou des grands groupes pétroliers américains, parce que c'est pas si simple. Parce que tant que pas de stabilité, en réalité, bien compliqué de revenir prendre du pétrole dans les terres vénézuéliennes. Le sujet est exactement le même au Groenland. Là-dessus, il y a une correspondance directe entre le Venezuela et le Groenland. C'est que pour exploiter ces hydrocarbures, il y a un coût politique, il y a un coût d'image, et puis il y a un coût tout simplement d'infrastructure et un coût technologique. Aujourd'hui, la correspondance qu'on peut faire entre ces deux territoires, c'est que si vous allez au Groenland d'un côté, c'est pour récupérer des matériaux comme de l'uranium qui pourront vous permettre de faire du nucléaire, qui pourront alimenter le secteur de la tech, de l'intelligence artificielle, etc. Et de l'autre côté, le Venezuela, c'est l'autre bout de la chaîne, c'est le bout de l'hydrocarbure, la plus sale, la plus visqueuse, la plus soufrée également, qui nécessite de l'hydrogène et plein d'autres choses pour être exploitable. Et ça, de fait, les États-Unis en ont besoin, puisqu'effectivement, leur arsenal de raffinerie sur le golfe du Mexique est dépendant de ça. À Toulouse, ça ne va pas forcément si simple, parce que là, on voit qu'il y a 17,5% des ressources mondiales, mais la production, elle ne représente que 1% de l'or noir dans le monde. Il y a les sanctions américaines, mais c'est aussi que les infrastructures vénézuéliennes sont complètement dégradées, et on estime qu'il faudrait 100 milliards de dollars pour réinvestir, pour rénover tout cela sur une décennie. Donc c'est ce que vous indiquiez, il faudrait une stabilité politique pour que les entreprises aient envie de revenir. Pareil pour le Groenland. Ouais. Anne Toulouse, 2 points. En gros, il estime qu'il récupère ses biens, Donald Trump, et par ailleurs, encore une fois, il veut être à la tête de stations essence géantes.
Oui, enfin, je veux dire qu'il est en train de défendre les intérêts pétroliers des États-Unis. C'est pas la première fois, parce que souvenez-vous de l'Irak, hein, c'était un peu le même scénario. C'est que sous Saddam Hussein, les installations pétrolières étaient tellement dégradées qu'elles étaient pratiquement en état de ne plus fonctionner. Donc on allait sauver les installations pétrolières. Ça a même commencé sous Bill Clinton. Alors après, ça s'est épanoui dans la guerre que l'on sait sous George Bush. Et là, c'est la même chose, parce que c'est vrai qu'il y a eu de très lourds investissements des sociétés américaines, mais qui ont été complètement gâchés par le fait qu'en 2002, il y a eu une grève générale des travailleurs du pétrole. Et à l'époque, c'était Hugo Chavez, a licencié tous les travailleurs du pétrole, ce qui fait qu'ils ont été confiés à des mains moins compétentes et que depuis, c'est vrai que ce sont les plus importantes réserves de la planète, mais je n'ai pas le chiffre, mais vous l'avez peut-être, par rapport au marché, ça n'a aucun rapport avec les réserves qui sont exploitables. C'est donc un peu normal que les États-Unis ne veuillent pas laisser ce pétrole entre les mains du Venezuela ou de la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un Chinois juste avant. Transition parfaite, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Regardez bien ce qu'a dit Marco Rubio à NBC News. Interrogé, pourquoi la Chine a-t-elle besoin de leur pétrole ? Sur le sujet, il dit, mais pourquoi la Chine a-t-elle besoin, elle, de leur pétrole aux Vénézuéliens ? La Russie, l'Iran, c'est l'Occident, c'est ici que nous vivons. La Russie, la Chine et l'Iran doivent dégager, a affirmé Rubio, parce que l'hémisphère occidental nous appartient et personne venant de l'extérieur de notre hémisphère n'est autorisé dans le jardin de l'Amérique. Est-ce que c'est ça l'histoire dans l'histoire ? C'est aussi un coup porté à la Chine, à l'Iran et à la Russie. C'est ça aussi, c'est un revers pour les Chinois ? Oui, alors même si les importations venant du Venezuela ne représentaient que 5% de la consommation chinoise. Hein. C'est pas quelque chose de majeur quand même pour les Chinois. Mais il y a cette idée, oui. Il y a une idée quand même assez, un peu prédatrice des rapports économiques mondiaux. Quoi, hein. On est complètement à l'inverse du libre-échange. Libre-échange, voilà, on fait du commerce, c'est ça qui apporte la richesse. On ouvre toutes les frontières et voilà, tout le monde en profitera. Non, c'est plus ça. On considère qu'on est dans un monde fini où il faut se battre pour les richesses et il faut les posséder. Et pour ça, il faut les conquérir. Maintenant, le problème qui se pose sur place, oui, d'abord, il faut peut-être attendre de privatiser aussi, parce que c'est toujours aux mains de la compagnie nationale, hein, ce pétrole. Donc là, le vrai signe, ce sera ça. C'est est-ce que le régime va accepter de privatiser, par exemple, cette compagnie et de vendre, voire même de donner des parts en rétribution aux États-Unis. Donc ça, c'est la première étape. Ce sera d'ailleurs le signe de la soumission éventuelle, certainement, de ce nouveau régime. Et ensuite, effectivement, après, il faut de la sécurité. Et c'est peut-être pour ça que les Américains préfèrent jouer avec le régime en place et tout le millefeuille sécuritaire très complexe qui est sur place, en disant voilà, on préfère une dictature qui collabore avec nous qu'un chaos qui tendrait éventuellement vers la démocratie. Et puis ensuite, oui, donc sur la sécurité sur place, peut-être également des troupes américaines, voire des sociétés privées, probablement plutôt, et puis des investissements très lourds, très importants. Mais tout ça, c'est une perspective à très long terme. Donc on s'engage sur un truc à 10 ans, mais au moins les Américains auront le contrôle de cette affaire, et les Chinois ne l'auront pas. Et on retrouve effectivement cette politique anti-chinoise d'accaparement. Au Panama, par exemple, aussi, il y a eu une bataille pour le contrôle du canal et d'autres ressources. Donc tout ça s'inscrit aussi dans cette sorte de guerre mondiale sous le seuil de la violence, quand même, avec la Chine. On va appeler ça de compétition avec la Chine, qui est le compétiteur principal des États-Unis. Allez-y. Oui, dans la déclaration du secrétaire d'État qu'on vient de voir, Marco Rubio parle d'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental, c'est comme ça que les Américains appellent les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et dans le NSS, le document, la doctrine de sécurité nationale dont parlait Anne Toulouse à l'instant, qui a été réactualisée en fin d'année dernière, il est clairement dit que les États-Unis ont vocation à rétablir leur prééminence sur cet hémisphère occidental. Et donc, sans doute qu'il n'y a pas de perspective économique immédiate, dans la mesure où le marché du pétrole est l'un des marchés les plus purs et parfaits, c'est-à-dire qu'il est totalement mondialisé, le prix du brut est coté minute par minute, et le pétrole vénézuélien, il n'est pas forcément
compétitif parce qu'il coûte cher à transformer. En revanche, peut-être plus qu'une station-service géante, ça peut être un réservoir géant pour les États-Unis. C'est-à-dire que assurer, on sait que on est arrivé à un pic de production de pétrole. Jean-Marc Jancovici a beaucoup développé ce sujet-là. Et là, l'idée d'avoir des réserves entre guillemets sous la main qui permettent, notamment à l'industrie américaine qui est totalement addicte au pétrole, d'avoir des réserves pour le long terme, c'est une forme de sécurisation. En tout cas, ça passe très mal du côté de Pékin, comme le dit le Figaro, d'ailleurs Guillaume Roquette. La Chine digère très mal ce qui s'est passé. Regardez. Nous ne pensons pas qu'un pays doive jouer le rôle de gendarme du monde et nous n'approuvons pas non plus qu'un pays se considère comme le juge international. La souveraineté et la sécurité de tous les pays doivent être pleinement protégées par le droit international. Et là, on se dit quelle réplique craindre de la Chine, parce qu'en même temps, beaucoup d'observateurs disent depuis quelques heures, enfin ça arrange bien la Chine, parce que ça peut la décomplexer en direction de Taïwan. Mais bienvenue dans ce monde des empires. Enfin, bienvenue en 2026. Vous avez donc les Américains qui considèrent que leur empire, c'est les deux Amériques, voire un peu plus avec le Groenland. Les Chinois, leur empire, c'est toute la zone asiatique et pourquoi pas Taïwan. Et puis la Russie, on a vu les volontés impérialistes de Poutine il y a 4 ans quand il a tenté de conquérir l'Ukraine. Donc vous avez ces deux énormes puissances que sont les États-Unis et la Chine qui entendent contrôler toute la zone qui est autour d'eux. La Russie, c'est une puissance un peu moins forte, évidemment. Mais voilà. Et au milieu, vous avez l'Europe qui, face à ces aspirations impérialistes, d'une part la doctrine d'Onro que vous évoquiez, d'autre part les appétits chinois, l'Europe se retrouve un peu coincée entre ces trois grandes puissances. Alors, la Russie, vous l'avez évoqué, là encore, transition parfaite, c'est formidable. Tout ça a été fait, évidemment. Bien sûr. Avec l'attaque américaine au Venezuela, la Russie, elle perd un allié très très important sur le continent. Alors, Jérôme Garraud, on va le retrouver du côté de Moscou. Vu d'ici, l'exfiltration de Maduro, c'est un nouveau coup très dur pour la Russie après la chute de Assad en Syrie, après l'affaissement des mollahs à Téhéran. Que dit-on, Jérôme, depuis Moscou ? Bonjour, alors jusqu'à présent le Kremlin reste silencieux. Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui, mais pour parler uniquement de questions économiques. Pas un mot sur le Venezuela. Quant à savoir quels sont les effets de cette intervention américaine, c'est à double tranchant. D'un côté, quelque part, symboliquement, c'est une victoire pour la Russie. La Russie qui décrit depuis des années le monde comme étant soumis à l'agressivité américaine, un monde où le droit international serait en réalité à géométrie variable. Et puis, quelque part, ça lui permet de justifier sa doctrine de la forteresse assiégée et c'est un argument aussi pour fortifier le front occidental qu'elle essaye de bâtir. Mais d'un autre côté, d'un point de vue stratégique, pour Vladimir Poutine, c'est une défaite. Il perd un allié, Nicolás Maduro, il perd des actifs russes qui se trouvaient au Venezuela. Et puis, il y a maintenant le danger de voir la production de pétrole vénézuélienne sous contrôle américain. Et enfin, tout simplement, la Russie voit son influence reculer. Elle recule physiquement dans cette région du monde. Et là, tout le monde a constaté que lorsque l'Amérique emploie la force brute dans son étranger proche, dans sa sphère d'influence immédiate, personne ne peut s'y opposer. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, depuis Moscou. Voilà. Message aussi envoyé à Moscou. Et ça donne quoi pour la suite ? Oui, le message envoyé, c'est quand même quand on voit les tribulations des Russes en Ukraine, tous les ratés, toute cette armée qui semble un peu décatie, et que vous voyez cette opération extraordinaire qui a été faite là, sans une vie américaine perdue, comme vous le disiez, comme au cinéma, c'est quand même un message à la Russie. Vous voyez ce qu'on peut faire, nous, les États-Unis. Est-ce que vous êtes capables d'en faire autant ? Non. Enfin, je ne sais pas. Hein. Et puis, il y a des images folles depuis quelques heures. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet sur le compte X de la Maison-Blanche en mode affiche de film avec un Trump avançant, ce qui signifie, alors vous allez voir, pardon, ce ne sont pas mes mots, fuck around, find out, fous-toi de moi et tu verras. Et, ouais, ça fait sourire, mais le message envoyé à toutes ces puissances, parce qu'il y a eu aussi des échanges et en farci avec l'Iran quand même. Oui, bien sûr. Alors globalement, c'est plutôt sale temps pour les alliés de la Russie. Depuis Assad en Syrie, les Américains n'étaient pas dans le coup. L'Iran, le Venezuela, etc. On s'aperçoit d'ailleurs que tous les systèmes de défense russes, et au Venezuela, il y avait Wagner aussi à un moment qui contribuait à la protection de Maduro. Tout ça, ça marche pas très bien globalement. Maintenant, sur l'opération militaire de Trump,
bien comprendre une chose, c'est la plus risquée qu'il ait menée. Jusqu'à présent, en réalité, Trump, il était relativement prudent dans l'emploi de la force. Il utilisait les forces aériennes, des frappes aériennes, ok, mais ça c'est sans risque, ça mange pas de pain. Et donc, à la limite, il pouvait même passer pour quelqu'un qui était peut-être même timoré, sur le met de taco, en disant, bon, voilà, finalement, il n'ose pas aller prendre des risques humains, c'est-à-dire envoyer des troupes, etc. Et là, il a montré, heureusement pour lui, l'opération a réussi. Imaginez que l'opération ait échoué comme l'opération de Jimmy Carter, de tentative de libération des otages en Iran en 80. Oui, ou la Somalie. Pardon ? Ou la Somalie. Ou la Somalie, oui, bien sûr. Non, mais politiquement, ça aurait été désastreux. Mais là, ça a marché. Et en même temps, il montre, j'ai été audacieux. Je suis capable, de prendre des risques. Et je suis capable de prendre des risques pour aller traquer n'importe qui et n'importe où. Donc oui, c'est un message qui est fort, qui est envoyé à tous les dirigeants du monde. Et voilà. Et donc, du coup, avec cette grande question à la clé, quelles conséquences pour un nouvel ordre mondial ? Pour moi, c'est même plus qu'un message. C'est l'expression d'un hubris. Très clairement, aujourd'hui, que ce soit la Maison-Blanche ou que ce soit les Miller et compagnie de la sphère MAGA, il y a clairement l'idée que tout est possible, on peut aller partout, Groenland, Cuba, etc. Mais pour faire le lien avec ce qu'on a dit un peu plus tôt, il y a un élément sur lequel on va toujours revenir dans les années qui vont venir, et dès cette année, c'est la question de l'opposition avec la Chine. Et tout oppose les États-Unis avec la Chine. D'un côté, la Chine est en train de devenir un électro-État, donc il fonde son économie, son industrie sur la dimension de l'électricité, de l'électrification. Et de l'autre côté, les États-Unis restent un pétro-État. D'un côté, la Chine essaye de bâtir son Belt and Road avec 140 États, etc. Et il y a une forme de coercition, mais ça se passe par du droit international. Les États-Unis, on vient de s'apercevoir que le droit international, mais même le droit domestique, avec le bypass du Congrès, ça ne pèse plus lourd. Donc le Groenland, qu'est-ce qu'on en fait par exemple ? De fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va être capable, en tant qu'Européens, d'expliquer à nos amis américains, qui restent encore pour quelques mois peut-être nos amis, que de fait, aller au Groenland, ça va être contre-productif pour eux, bien plus que ce qu'ils ne l'espèrent. Et l'autre grande question qu'on va suivre dans ces prochains jours, c'est est-ce que ce que vient de faire Donald Trump va encourager, que ce soit l'Iran, la Russie ou encore la Chine, à aller encore plus loin ? Je pense qu'on se donne rendez-vous pour plus tard. Merci encore d'avoir été avec nous. Mika Blujon, Mered, votre livre. Alors, tu veux acheter le Groenland des Vikings à Trump ? Merci, c'était passionnant. Je l'ai préfacé, c'est le livre de Lise Buchanan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.